La fin de A House of Dynamite, par son caractère ambigu, suscite de profondes interrogations. Voici quelques points importants qu'il faut aborder. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le trailer politique de Kathryn Bigelow est désormais disponible sur Netflix après avoir reçu des critiques majoritairement positives. La réalisatrice nous livre un film intense qui dépeint la vie de nombreuses personnes alors que l'Amérique est menacée d'être frappée par un missile nucléaire ennemi. Avec une structure narrative en 3 arcs, le film montre comment différents membres du gouvernement américain réagissent à la menace nucléaire grandissante. Avec un compte à rebours avant la frappe sur Chicago, on peut raisonnablement penser que la fin révélera ce qui arrive à l'Amérique dans cette crise et comment le président s'en remet. Toutefois, la fin du film est loin d'être définitive, laissant les spectateurs avec plusieurs suspens et questions majeures à mesure que le générique défile. Alors, qu'est-il réellement arrivé à Chicago et au président? Contre qui l'Amérique était-elle potentiellement en guerre? Et cette histoire va-t-elle se poursuivre? Plongeons-nous dans le vif du sujet. On peut comprendre la frustration suscitée par la fin de l'histoire de ce film. Le major Daniel Gonzalez, à genoux devant la base en Alaska, n'est pas la fin à laquelle on aurait pu s'attendre. L'incertitude plane quant à savoir s'il est encore en train de se remettre de ses vomissements après l'échec du EKV à stopper le missile dans la première partie, ou s'il s'agit d'un retour à la chronologie après la frappe sur Chicago. Sachant que Parker Rogers pénètre dans un bunker nucléaire quelques instants auparavant, cela suggère que Chicago a été touché. Cette probabilité clarifie encore davantage la décision du président en matière de représailles. Bien que sa décision ne soit pas entendue, le fait qu'il ait donné son code pour rendre possible une frappe nucléaire rendait plus probable une riposte américaine. Et si Chicago était décimé, il en donnerait certainement l'ordre. La certitude de la destruction de Chicago est probablement la raison pour laquelle Baker a mis fin à ses jours au lieu de monter dans l'hélicoptère, sachant que sa fille était sur le point de mourir et que l'Amérique était sur le point de déclencher une guerre nucléaire. Cela dit, rien n'indique que Chicago ait été détruite ni que l'Amérique ait riposté. Gonzalez pourrait être soulagé de savoir que son poste n'est pas en partie responsable de plus de 10 millions de morts, le missile ayant peut-être mal fonctionné avant l'impact. Parker Rogers pourrait être emmené au bunker par précaution, le temps que la situation se calme et que l'Amérique sorte du statut DEFCON 1. Toutefois, je ne crois pas que cette prétendue fin heureuse pour le film, où l'Amérique évite la guerre et où tout le monde survit, soit l'objectif recherché par Bigelow. Le film est essentiellement un avertissement sur le danger des armes nucléaires et sur la façon dont tout pourrait dégénérer si rapidement. Une conclusion heureuse et pacifique nuirait à cet objectif. L'ambiguïté autour de ce qui est arrivé à Chicago nuit également à la fin du film. A House of Dynamite manque de rebondissements émotionnels et narratifs. Ne pas savoir avec certitude ce qui est arrivé à chacun est frustrant. Alors, pourquoi le film se termine-t-il ainsi? Bigelow a peut-être voulu éviter que la conclusion ne devienne trop sombre en montrant les retombées nucléaires. Le film se prête également à la conversation et à l'interprétation grâce à cette fin ambiguë, ce qui explique peut-être aussi pourquoi la réalisatrice et scénariste Noah Oppenheim l'ont conçu ainsi. L'autre question sans réponse au cœur du film est de savoir avec qui l'Amérique est au bord de la guerre. Le film refuse de donner la moindre indication sur le pays qui a lancé le missile, ce qui donne au film un pays ennemi anonyme, sans nom et vague. Le film raye quelques options possibles, comme la Chine et la Russie, à en croire ce qu'on voit dans le film. Cela laisse néanmoins de nombreux autres pays avec lesquels l'Amérique entretient des relations difficiles dans la vie réelle comme réponse potentielle à la question de savoir qui est l'adversaire dans le film. Il peut paraître surprenant qu'une réalisatrice comme Bigelow, qui a réalisé des films comme Des mineurs et Zero Dark Thirty, avec des pays du Moyen-Orient bien réels comme ennemis de l'Amérique, évite de donner des précisions sur ce pays dans cette histoire fictive. Pourtant, c'est beaucoup plus courant dans le Hollywood d'aujourd'hui. Des films comme Top Gun Maverick ont présenté des pays non nommés comme ennemis du pilote de Tom Cruise et de l'Amérique entière. Même James Gunn a nié s'être inspiré des événements internationaux dans Superman. Il semble que le film n'ait pas voulu risquer de controverses politiques en désignant le lanceur du missile. Avec la fin du film et sa sortie sur Netflix, on pourrait penser qu'il s'agit d'une franchise potentielle. Une suite répondant directement aux différentes questions en suspens serait logique sur le papier, et cela pourrait même permettre à de nombreux spectateurs de mieux apprécier le premier film. Pourtant, aucun second film n'est prévu. Bigelow n'a jamais réalisé de suite auparavant, et rien n'indique que quiconque ait envisagé de poursuivre l'histoire.
Même si le film rencontre un succès incroyable sur Netflix et bat des records de streaming, il ne faut pas s'attendre à un second film. La fin de celui-ci est censée laisser tout le monde perplexe quant à ce qui s'est passé. Si Bigelow voulait donner des réponses à ces questions, elle l'aurait fait avec ce film. Alors, ne vous faites pas d'illusions, A House of Dynamite 2 ne verra pas le jour et ne montrera pas le destin de Chicago, les représailles de l'Amérique, etc. C'est la fin de l'histoire. Si chaque spectateur aura son propre avis sur la fin, les acteurs ont également leur propre point de vue. Lors de plusieurs interviews, les acteurs et actrices ont partagé leur impression sur la fin et leur interprétation des différentes décisions. À propos de la conclusion ambiguë, Rebecca Ferguson a déclaré qu'il s'agissait de l'un des aspects les plus étonnants du film. Harris a exprimé des points similaires, soulignant que l'ambiguïté est le but et ouvre la voie à des discussions plus approfondies. Mais le fait qu'il vous ait laissé le soin de terminer le film de la manière dont vous le souhaitez dans votre esprit est la raison pour laquelle il y a des conversations par la suite. Quant au sort de Chicago et aux éventuelles représailles du président, Elba a confirmé « Nous ne voulions pas connaître la réponse ». Mais il pense que le président aurait pensé au sort du monde entier lorsqu'il aurait réfléchi à sa réponse. Malheureusement, c'est probablement lui qui aurait choisi de sacrifier 10 millions de personnes plutôt que la planète entière. Quant à la possible fin heureuse du film, où le missile n'aurait pas anéanti Chicago, Ramos a déclaré que ce n'était pas l'état d'esprit de son personnage dans la dernière scène. Il a expliqué qu'il ne pense pas qu'il y ait un dysfonctionnement, mais qu'il est simplement incrédule. Il y a de la culpabilité, de la honte et une profonde tristesse. Il est clair, d'après les opinions des acteurs et actrices, qu'ils approuvent la décision de Bigelow et Oppenheim de donner au film une fin ambiguë et croient que le pire scénario s'est produit. Aucun d'eux n'est certain de ce dernier, mais cela permet de mieux comprendre le sens de la fin du film. A House of Dynamite s'interroge sur la pertinence de cette structure de pouvoir pour le monde et montre à quel point le statu quo actuel est dangereux. Il ne cherche pas à résoudre la crise potentielle, mais plutôt à ouvrir des discussions potentiellement nécessaires. Quel pays a tiré le missile? Les États-Unis devraient-ils envoyer un message mortel à leurs ennemis avant de nouvelles attaques? Est-ce le début de la Troisième Guerre mondiale? Les mêmes questions posées par les personnages de l'acte 1 se posent encore, mais différemment. Certains diront sans doute que le but du film est de soulever, d'exposer ces questions, entre autres, tout en soulignant que nous sommes tous humains et que personne n'a vraiment toutes les réponses. À ce stade, le film constitue une réflexion politique stimulante dans une période tendue où les incertitudes concernant une guerre nucléaire persistent et où l'horloge de l'apocalypse indique que l'heure est proche. Et, la plupart du temps, il le fait de manière divertissante et décalée. Cependant, ceux qui apprécient une fin plus concrète et définitive seront certainement déçus au générique. En fin de compte, Catherine Bigelow et Noah Oppenheim demandent peut-être trop de patience au public. Après près de 2 heures de film et une intrigue répétitive, on peut raisonnablement s'attendre à une conclusion appropriée et à des réponses à au moins une des nombreuses questions posées. Malheureusement, il n'y en a pas. Bien que certains événements et points du film restent gravés dans notre mémoire après la fin, A House of Dynamite n'offre qu'une conclusion frustrante. Mais une autre question naît de cette fin. Est-ce qu'une autre fin aurait été meilleure? Et aujourd'hui, je ne le pense pas. On va pas se mentir, Catherine Bigelow, elle a toujours le chic pour faire des films que tu vas t'en rappeler longtemps. Toi, est-ce que tu vas t'en rappeler longtemps? Qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.